Bonjour et bienvenue pour ce webinaire. Alors, Stéphanie vient de vous indiquer qu'il s'agissait de la présentation d'un module du Master en Management des médias. Pour en savoir plus, si vous souhaitez approfondir les choses et mener quelques investigations, eh bien, je vous mets dans le chat, dans la forum de discussion ici sur Zoom, le lien vers le site de l'ESJ pour que vous puissiez vous y connecter. Alors, l'objectif de cette intervention, de cette courte soirée, c'est de vous présenter un module, mais au-delà de vous présenter un module, aussi d'aborder des éléments de contenu qui pourraient peut-être vous intéresser et vous donner envie d'investiguer, de réfléchir sur cette thématique de la communication interpersonnelle. Alors, je vais commencer par présenter les choses de manière assez générale avant de pointer le regard sur des problématiques plus précises et plus particulières. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. La séance est enregistrée. Elle est susceptible ensuite d'être découpée et remontée pour être mise sur le site internet de l'ESJ. Donc, sachez-le, hein, la séance est enregistrée et vous pourrez consulter a posteriori une partie au moins de cette présentation qui va débuter maintenant. Et pour celles et ceux d'entre vous qui utilisez votre téléphone portable, je vais partager mon écran. Ça signifie que peut-être que vous aurez à slider, à aller chercher voilà, la présentation que je vous partage désormais. Donc, je viens de vous partager la présentation de ce soir où je vais vous présenter un module qui parle de communication interpersonnelle. Alors, pour vous situer les choses en contexte, c'est un module qui fait partie du Master en Management des médias, un partenariat entre l'Université de Lille et l'École supérieure de journalisme de Lille. Moi, j'en suis le responsable académique et au sein de ce master, j'anime deux modules. Un module consacré à la stratégie des médias, qui s'appelle Stratégie comparée des médias, qui intervient à la fin de la formation, et un module consacré à la communication interpersonnelle, qui intervient en début de formation. Pourquoi est-ce que ce module intervient en début de formation? Parce qu'on le sait aujourd'hui, dans les études qui sont menées auprès des managers ou des dirigeants d'entreprise, une des premières compétences transversales, une des premières compétences essentielles pour un manager, c'est sa capacité à communiquer. C'est la maîtrise de la communication interpersonnelle, la maîtrise des relations sociales qu'il entretient avec son équipe, avec ses collaborateurs. Donc, on est parti du principe au sein du master que la première problématique, la première thématique qu'il s'agissait de discuter, d'investiguer avec nos étudiants, qui sont des cadres des médias un peu partout dans la francophonie, la première thématique à investiguer, c'est la communication interpersonnelle. Parce que c'est la première compétence qui est demandée à des dirigeants, à des cadres, à des managers de médias. Dès lors qu'on est en responsabilité d'équipe, dès lors que l'on a un certain nombre de personnes à gérer, à manager ou à diriger, eh bien, il y a des enjeux de communication interpersonnelle qui, s'ils sont mal gérés, peuvent générer de la conflictualité, peuvent générer des conflits. L'enjeu d'un module comme celui-là, c'est de poser les choses, de poser un regard sur des situations de travail, sur des situations managériales en responsabilité, pour d'abord se poser des questions et ensuite envisager peut-être des pistes de solutions en termes de posture managériale. Alors, si vous regardez ce partage, les objectifs de ce module, hein, les grands objectifs de ce module, lorsqu'il est déployé et dispensé au sein du master en management des médias, le premier objectif, c'est l'objectif de base, développer les capacités d'analyse d'une situation de communication interpersonnelle. On a tous une connaissance intuitive de la communication. On interagit tous en tant qu'être humain avec des proches, avec d'autres individus, des gens plus ou moins proches. Et selon nos expériences personnelles, en responsabilité ou en tant que salarié ou sous la responsabilité de quelqu'un, nous vivons tous des situations d'interaction avec autrui. La question, c'est comment est-ce que je peux affiner ma compréhension de ce qui se passe? Autrement dit, j'ai une expérience peut-être, j'ai une connaissance intuitive de cette problématique de la communication interpersonnelle, mais peut-être en investiguant des outils, en découvrant des outils d'analyse, en découvrant des théories simplement ou des auteurs, des réflexions, je vais pouvoir poser un regard différent sur une situation qui, au départ, me semble problématique et que je ne suis pas capable de résoudre si je n'ai pas les bons outils. Donc l'enjeu dans un premier niveau, dans une intervention comme celle-là, c'est aborder un certain nombre de cadres, d'outils de réflexion pour poser un regard sur une situation problématique, une situation managériale qui peut être problématique du point de vue de la communication.
Le deuxième objectif de ce module, c'est de développer la qualité de la prise de parole en public. Vous le savez comme moi, la rhétorique, l'éloquence, la capacité à bien parler, c'est constitutif d'une source de pouvoir. La parole, les mots sont des sources de pouvoir en tant que telles. Ça signifie que, au-delà de ma capacité à mieux comprendre ce qui se passe dans la relation que j'ai en tant que manager avec mes équipes, avec mes collaborateurs, j'ai peut-être à travailler mon éloquence, ma rhétorique, ma capacité à m'exprimer. Alors, ce n'est pas seulement une vision quasi caricaturale ou stéréotypée de la prise de parole en public, ce n'est pas seulement savoir bien parler, ça va savoir utiliser la langue, une langue dans un contexte culturel donné, c'est aussi adopter une posture managériale, une attitude en tant que responsable qui soit adaptée au contexte dans lequel j'évolue, à l'organisation, à l'entreprise à laquelle j'appartiens, en l'occurrence aux médias auxquels j'appartiens dans le cadre du master, et adaptée aux individus qui sont face à moi. Donc l'enjeu, c'est développer, en guise de deuxième objectif de ce module, c'est développer la prise de parole en public, la qualité de la prise de parole en public, mais au-delà des recettes toutes faites, essayer de contextualiser systématiquement les réflexions. Alors, quand on fait un cours de niveau master à l'université, il y a toujours des postulats de départ. Alors là, c'est quelques phrases que je vais vous expliquer rapidement. On ne va pas rentrer dans le cadre de cette intervention sur des éléments théoriques trop approfondis. Ce n'est pas le but du jeu. Le but est ensuite de pouvoir discuter et échanger ensemble dans un deuxième temps après cette présentation. Le postulat de départ, d'abord, c'est de considérer que toutes les problématiques qui sont liées à la communication interpersonnelle sont dépendantes d'un contexte. Elles sont conditionnées par un environnement culturel et elles sont contraintes par le fonctionnement spécifique d'une organisation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution toute faite ou trop généralisable. L'attitude que je vais adopter, le mode de communication que je vais adopter dans un contexte donné, dans une culture particulière, dans une organisation particulière, pourra ne pas être adapté à d'autres formes de culture ou à d'autres formes organisationnelles. Donc l'enjeu, c'est de comprendre que les réflexions qu'on va mener ensemble, ce sont autant de jalons, autant de grilles d'analyse et de compréhension. Pour autant, elles sont toujours nécessairement à adapter à un contexte culturel donné, que ce soit la culture d'un pays, par exemple, ou la culture d'une entreprise en particulier, qui est une forme de sous-culture d'un pays, une culture de quelques personnes regroupées au sein d'une organisation. Dans les postulats de départ aussi de cette intervention, c'est de considérer, de faire le tri dans la quantité de théories et de grilles d'analyse qui existent en communication interpersonnelle pour garder ce qui est le plus directement utilisable et mobilisable pour des managers, des gens qui sont sur le terrain. Au sein du master, on a systématiquement des managers ou des cadres évoluant très majoritairement dans les médias. Ça signifie que leurs problématiques et les problèmes qu'ils nous posent sont très opérationnels, très concrets. C'est la question du management humain et de la relation à autrui. Donc, il y a peu d'intérêt à travailler avec des profils de gens en responsabilité. Il y a peu d'intérêt à travailler à partir de grilles de lecture, de grilles très théoriques, très abstraites. L'enjeu, c'est d'aller chercher des grilles théoriques, des grilles de lecture qui soient tout de suite opérationnalisables, qui soient tout de suite utiles au quotidien. Ça veut dire que pour le coup, elles ne sont jamais parfaites, elles sont en choc par rapport au réel, mais néanmoins, elles fournissent des jalons, des points de repère pour essayer de s'améliorer en tant que manager. Pour cette intervention, voilà pour un cadre général, et pour cette intervention, je voulais pointer le regard avec vous sur 3 thématiques qui sont abordées au sein du module. Alors, c'est un module qui se déroule sur 3 ou 4 semaines au sein du master, et donc il y a un certain nombre de pages à lire, de documents qui font quelques dizaines de pages, donc il y a du contenu, et il y a aussi des études de cas. Il y a aussi une proposition d'application du contenu à des cas concrets, que ce soit des études de cas que je vous propose en tant qu'enseignant, ou que vous alliez, vous, aller chercher sur le terrain. C'est ce que font nos cadres des médias, vont chercher sur le terrain des situations qu'ils connaissent ou qu'ils ont connues pour voir dans quelle mesure ces outils théoriques-là leur permettent de mieux éclairer ce qui leur arrive, de mieux comprendre ce qui leur arrive. Et dans cette perspective-là, je voulais vous proposer 3 points qui visent à
à la fois illustrer le contenu du module, une petite partie du contenu du module qui se déroule encore une fois sur 3 ou 4 semaines, mais qui pourrait vous être directement utile. On va commencer par la carte et le territoire. Ça signifie quoi? Quand je vous mets ce titre, la carte et le territoire, ça veut dire que la carte n'est pas le territoire. Il y a une différence entre disposer de la carte d'un territoire pour s'orienter et le territoire lui-même. Il y a une différence entre la réalité physique objective et le réel tel que nous, en tant qu'êtres humains, nous le percevons. Nous percevons cette réalité physique et objective à travers nos propres sens. Donc, il y a déjà un premier biais, nous ne percevons pas la complexité et l'entièreté de la réalité. Il y a des filtres qui sont liés à nos capacités physiques, tout simplement. Donc, c'est un premier filtre. Et puis, il y a un autre filtre derrière qui est notre filtre culturel. Nous appréhendons le territoire, la réalité, à travers des stéréotypes, à travers nos filtres culturels qui constituent une carte qui nous permettent d'investiguer, d'appréhender, d'explorer ce territoire, mais qui ne constitue pas le territoire. Donc, c'est ce qu'on appelle le réel. Il y a une réalité objective, objectivable, mesurable par les sciences physiques, par exemple. Et puis, il y a le réel humain, c'est-à-dire la manière dont nous, en tant qu'êtres humains, nous filtrons les informations pour investiguer cette réalité-là. Alors, en guise d'exemple, c'est la différence entre la carte et le territoire. Pendant quelques siècles, on a représenté en Europe le monde sous cette manière. Donc, c'est ce qu'on appelle la vision Mercator qui a été inventée au XVIe siècle. Voilà comment, à travers un planisphère, des Européens se sont représentés le monde. Bon, voilà, on a cartographié le monde et on a posé à plat une sphère. Donc, on a une sphère qu'il s'agit de mettre à plat, ce qui pose un problème de géométrie parce qu'il est impossible de mettre une sphère à plat. Donc, ça veut dire qu'il s'agissait, les premiers géographes ont dû transformer des distances, ont dû déformer la Terre pour pouvoir la mettre à plat. Ce qui fait que cette vision Mercator, telle qu'elle est perçue dans les pays européens aujourd'hui, qu'elle est construite dans les pays européens aujourd'hui, elle ressemble à ça, à ce que vous voyez à l'écran. Moi, en tant que Français, les cartes dont je dispose ici en France, elles mettent la France au milieu. Dans les écoles françaises, on mettra la France au milieu. Alors ça, c'est important parce que c'est ce qu'on appelle une vision ethnocentrée du monde. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste comme ça que ça fonctionne dans différentes cultures. Le pays auquel on appartient ou, selon les cas, peut-être plus le continent auquel on appartient, eh bien, dans nos représentations culturelles partagées, on se placera au milieu de cette carte-là. Donc, si là, vous avez le cas d'une carte qui a été produite en France, on met la France au milieu. Si, par exemple, je prends le cas d'une vieille carte russe, voilà, eh bien, les Russes mettaient à l'époque, comme aujourd'hui, la Russie au milieu. Si on va chercher une carte chinoise, eh bien, on verra très facilement la Chine au milieu. Comme si on allait chercher une carte américaine, eh bien, nord-américaine, on verrait ou le Canada ou les États-Unis d'Amérique au milieu. Et ça correspond à une vision ethnocentrée du monde. Encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste qu'on regarde le monde à travers notre culture d'appartenance, à travers le lieu où on se trouve. Donc, le point de départ de cette intervention, c'est de verbaliser, de prendre conscience des déterminants culturels, des déterminants liés à notre éducation, à notre instruction, à notre vécu personnel et à notre culture d'appartenance, ces déterminants qui orientent notre manière de cartographier le monde, de créer cette carte. Quel est le filtre que j'ai créé par rapport au monde pour me permettre d'appréhender le monde? Et ça, c'est par exemple une manière de représenter le monde à plat, mais qui respecte beaucoup plus la réalité des superficies. Parce que du coup, c'est ce qu'on appelle la projection de Peters, alors il y en a d'autres, mais si vous comparez la projection, vous les voyez ici, les projections modernes, contemporaines à gauche, la projection Mercator et la projection de Peters à droite, vous voyez qu'il y a quelques petites différences. Bon, on reste centré vers, en tout cas, là c'est une des cartes produites en France, mais vous voyez que d'un seul coup, l'Afrique et l'Amérique du Sud prennent beaucoup plus d'espace. Et ça veut dire que dans toute carte,
dans toute représentation d'un territoire, il y a une déformation. Et cette déformation, elle est liée à notre culture d'appartenance. Elle est liée au biais. Alors, on peut appeler ça des biais culturels ou des manières d'appréhender le monde, tout simplement, qui font que je ne vais pas avoir une représentation objective de la réalité et de la réalité, de ce que j'ai face à moi. Je vais donc appliquer une carte à ce territoire pour pouvoir commencer à l'explorer. Alors, des géographes ont proposé, Fuller notamment, la projection de Fuller, où là, vous avez la Terre qui est mise à plat. Il n'y a pas d'erreur dans cette carte, c'est juste qu'elle est découpée différemment. Bon, les géographes, et ce n'est pas l'objet de cette intervention, ont eu de nombreux débats pour savoir représenter le monde à plat. Et, et de cette leçon de géographie, on peut retenir pour le management que la problématique est exactement la même. C'est-à-dire que face à des collaborateurs, face à mon équipe de travail, face à des gens que j'ai à gérer, que j'ai à manager, je vais appliquer des grilles, je vais appliquer ma carte à un territoire. Le territoire, c'est l'organisation, les gens qui en font partie, la réalité physique qui correspond à ça, et j'applique une carte pour essayer d'explorer ce territoire. Le problème, c'est que cette carte est nécessairement liée à mon évolution personnelle et qu'il est probable que si je rencontre une difficulté, une conflictualité particulière, il est probable que cette carte nécessite quelques ajustements. Eh bien, c'est un des objectifs du cours de ce module, que de fournir des outils, des contenus, des outils théoriques pour améliorer cette carte, pour la complexifier, pour la rendre plus fine, pour qu'elle soit plus juste, pour qu'elle permette de poser un regard plus juste sur cette réalité. Alors, des exemples. Donc, on applique, retenez bien cette idée, on applique une carte à un territoire. Donc, lorsque je suis confronté à une situation de travail qui peut être problématique, une situation managériale qui peut être problématique, il faut savoir distinguer ce qui relève de la réalité objective, les faits, de ce qui relève du schéma de la carte, du schéma mental que j'applique. Imaginez un seul instant que, je vais caricaturer pour que vous compreniez bien mon propos, imaginez un seul instant que vous soyez convaincu que fondamentalement, les gens sont fainéants. Vraiment, ils n'ont pas envie de travailler. Je pars d'un stéréotype très très simple pour que vous compreniez l'idée. Évidemment, il s'agit de complexifier derrière les choses. Mais partons de l'idée que je sois convaincu que les gens sont fondamentalement fainéants. Donc, ma carte, le territoire que j'ai face à moi, ce sont les gens et le lieu de travail dans lequel j'évolue. La carte que j'applique à ce lieu et à ces gens, c'est « vous êtes tous des fainéants ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'applique cette carte-là, les comportements que je vais développer vont être marqués par cette représentation de la réalité. Donc, si je considère que je suis convaincu que les gens sont des fainéants, je vais avoir tendance à plus les contrôler. Pour être sûr qu'ils travaillent. Je vais avoir tendance à avoir moins confiance en eux et donc à leur permettre moins de prise d'initiative, moins d'autonomie. Donc, je vais encore surcontrôler. Ce qui fait que je vais enclencher un cercle vicieux qui va faire que les gens vont de plus en plus se reposer sur moi, puisque de toute façon, je suis constamment en train de les contrôler, que je ne leur permets pas de s'exprimer par eux-mêmes. Et j'engage un cercle vicieux qui va me renforcer dans ma propre croyance initiale. C'est un cercle vicieux qui est généré par une carte erronée. Et appliquant cette carte erronée au territoire, les gens me renvoient mon propre biais cognitif. Il y a une question qui se pose beaucoup dans le cadre du master parce que les étudiants sont issus de très nombreux pays. Les cadres des médias qu'on accueille, les managers qu'on accueille, sont des gens qui sont d'origine culturelle et d'origine nationale très différentes, très hétérogènes. Il y a des points communs et puis il y a des points qui sont très divergents du point de vue de nos référents culturels. Il y a le point commun qui est la francophonie, qui est le fait de parler français. Alors, c'est quelque chose de très utile, une langue commune, le fait que nous parlions la même langue. C'est juste essentiel, évidemment, pour communiquer, c'est la base pour pouvoir communiquer. Mais une langue, donc c'est un premier élément, c'est un instrument de l'action. Le fait de pouvoir discuter, échanger, parler, c'est une manière de pouvoir agir en collectif. En tant qu'être humain, nous échangeons énormément, nous discutons beaucoup. C'est une manière d'agir ensemble. Donc ça, c'est un point de départ important.
Donc, c'est ce qui fait un terreau commun qui nous permet de communiquer ensemble. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit que lorsque je dis certaines choses en cours, ce n'est pas forcément reçu de la manière dont je l'imaginais par mes étudiants. De même que lorsque des étudiants me parlent, on n'est pas sûr de se comprendre toujours à 100%, parce qu'on a la même langue au départ, sauf que le substrat culturel dans lequel s'insère la langue, notre langue commune, n'est pas le même. En quoi ça peut être problématique? Par exemple, là, je vous l'ai inscrit, si le langage, notre langue, c'est un instrument de l'action, c'est aussi un creuset psychique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre langue, le langage, structure notre manière de nous représenter le monde. Si notre langue, par exemple dans le français, il n'y a pas de genre neutre, c'est masculin ou féminin. Alors que en allemand, par exemple, ou dans bien d'autres langues, il y a le genre neutre existe, ça veut dire que dans notre manière de nous représenter le monde, ce sera féminin ou masculin, le genre neutre aura le plus grand mal à exister ou à s'exprimer, en tout cas, il s'exprimera dans le français de la même manière que le masculin. Alors que dans d'autres langues, il va s'exprimer de manière autonome. Donc ça façonne le psychisme. De même que si je dois faire la différence entre le français et l'anglais, la grammaire anglaise est beaucoup plus simple que la grammaire française, mais le vocabulaire le vocabulaire anglais est beaucoup plus fourni, beaucoup plus diversifié que la langue française, beaucoup plus de mots. Ça veut dire que ça imprègne aussi mon psychisme dans ma manière de me représenter le monde de manière plus ou moins complexe. Je vais avoir en français, pour désigner une réalité, je vais avoir un mot pour désigner quelque chose, un mot, alors que dans une autre langue, je peux en avoir beaucoup plus. Et ça, du coup, ça me fait rentrer dans des subtilités si j'utilise certaines langues, alors qu'en utilisant d'autres langues, je n'aurais pas accès à ce niveau de subtilité-là. Le miroir d'un peuple, le langage, la langue, c'est aussi le miroir d'un peuple, c'est-à-dire que nous façonnons collectivement, à travers une langue, à travers un peuple et à travers un langage, une culture commune. La langue participe de la constitution d'une culture commune et du coup imprègne des pensées collectives. Ce qui est vrai à l'échelle individuelle est vrai aussi à l'échelle collective. La langue est aussi une manière de constituer les frontières d'un peuple. Une échelle de valeur, eh bien, selon les langues employées, vous allez avoir des référents culturels qui diffèrent et donc des échelles de valeur qui ne seront pas les mêmes. Il y a des concepts, des idées qui seront définis de manière positive dans une culture qui le seront de manière peut-être négative dans une autre culture. Et ça introduit des biais de compréhension interculturelle qui peuvent être très forts. C'est pour ça que certains auteurs parlent d'incommensurabilité des cultures, c'est-à-dire que même en faisant de gros efforts pour se comprendre d'une culture à une autre culture, même si chacun veut aller vers l'autre, il reste des éléments qui restent de toute façon incompréhensibles l'un envers l'autre. Il y a des choses qui de toute façon sont irréductibles, qui ne nous sont pas accessibles, sauf à investiguer cette problématique-là de manière très approfondie sur des années pour en comprendre la complexité. Une langue aussi, c'est une vision du monde. Je vous ai montré l'exemple des cartes tout à l'heure, des cartes telles qu'elles sont produites dans les écoles françaises. Et moi, j'ai vu dans l'hémisphère sud des cartes complètement à l'envers par rapport à ce que je connais moi dans l'hémisphère nord. C'est-à-dire que j'avais même du mal à positionner mon propre pays dès lors que, oui, il n'y a pas de raison de mettre un planisphère dans un sens plutôt que dans un autre. Peu importe. Mais ça participe aussi d'une vision du monde dans notre rapport au temps aussi. Nous ne parlons pas tous à la même vitesse. Selon notre appartenance culturelle, on va parler plus ou moins vite. Et donc, on pourra considérer que, en tant que dirigeant, en tant que responsable, dans certains pays, il vaudra mieux parler très lentement. Dans d'autres pays, il faudra accélérer la cadence. D'une manière générale, un dirigeant, on aura tendance à lui conseiller de parler plus lentement que la moyenne pour pouvoir se faire comprendre. Mais le rapport au temps aussi est exprimé à travers la langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rhétorique, la maîtrise de la langue, la maîtrise du langage est absolument centrale dans le management humain parce que c'est une source à la fois de rapprochement et de compréhension mutuelle et en même temps une source d'incompréhension
et donc source de conflits potentiels. Le troisième point que je voulais vous présenter par rapport à ce module de communication interpersonnelle au sein du master, c'est l'idée d'injonction paradoxale. Là, c'est vraiment un point précis du cours que j'ai choisi parce que ça revient très fréquemment dans les entreprises, dans les organisations. Et quand on est en situation de responsabilité, en situation managériale, on peut se retrouver à générer des injonctions paradoxales, c'est-à-dire à générer par soi-même, sans s'en rendre compte, des conflits et des problématiques relationnelles. Exemple premier d'injonction paradoxale, je vous l'affiche tout de suite, ça. Là, vous avez l'idée, vous avez compris tout de suite ce que c'est que l'injonction paradoxale ou l'injonction contradictoire. C'est on vous demande de faire quelque chose qui est interdit, on vous demande de ne pas faire quelque chose qui est autorisé. Bref, c'est une contradiction en elle-même. Là, on me demande de ne pas lire une inscription que je suis justement en train de lire et qu'on m'invite à lire puisqu'on me la présente. Donc, vous comprenez un premier niveau l'idée. Là, j'ai extrait ensuite d'une bande dessinée une autre injonction contradictoire et paradoxale, et on verra après comment ça s'inscrit dans les relations de travail. Là, vous avez l'exemple dans cette bande dessinée de deux personnages qui dialoguent. Il y en a un qui dit mais elle ne m'intéresse pas, votre sœur, je voulais simplement parce qu'il y a une ambiguïté relationnelle qui s'est créée. Le deuxième personnage, elle ne te plaît pas, ma sœur, mais si, bien sûr, elle me plaît. Ah, elle te plaît, ma sœur, né-moi ou je le tue, lui et ses imbéciles. Là, vous voyez, l'ambiguïté relationnelle, c'est quoi qu'il dise, là c'est un centurion romain, me semble-t-il, quoi qu'il dise, il aura tort. Ça ne peut pas fonctionner parce qu'il est piégé par cette injonction paradoxale. Alors, dans le contexte professionnel, après on verra comment les détecter, mais dans un contexte professionnel, ça correspond à une double contrainte. Et vous avez deux contraintes qui se rentrent dedans, qui s'entrechoquent et qui fait que vous n'avez pas de solution. Vous êtes bloqué. Ça s'appelle double contrainte ou injonction paradoxale. C'est par exemple lorsque quelqu'un vous dit ou lorsque vous dites à quelqu'un « fais preuve d'autonomie ». Oui, mais s'il fait preuve d'autonomie, si la personne fait preuve d'autonomie, elle obéit à votre ordre, elle obéit à votre injonction. Donc elle est bloquée. Si elle ne développe pas son autonomie, elle n'est pas autonome, mais si elle développe son autonomie, si elle essaie de développer son autonomie, c'est parce que vous lui avez demandé. Donc c'est tout sauf de l'autonomie parce qu'elle répond à un ordre. Donc demander à quelqu'un de faire preuve d'autonomie, c'est une injonction paradoxale. De même que si vous demandez à quelqu'un de faire preuve de créativité. Je vous laisse y réfléchir, mais demander à quelqu'un d'être créatif, d'être spontané, ça relève de l'injonction paradoxale. Regardons un peu plus précisément dans les organisations, dans les entreprises d'autres formes, sur un système de rémunération. Comment est-ce que je paye mes collaborateurs? Comment est-ce que je paye les gens? Lorsqu'un système de rémunération se base uniquement sur une rémunération individuelle et que dans le même temps, l'entreprise essaie de promouvoir la collaboration et l'entraide entre les salariés, comment voulez-vous que ça marche? D'un côté, vous allez dire je vais te rémunérer au mérite parce que tu es efficace, tu es performant et je vais te donner de l'argent parce que tu es efficace à titre individuel. Et à côté, mais en fait, j'aimerais bien que les gens collaborent entre eux, que les gens travaillent entre eux, qu'il y ait un esprit d'équipe. Comment est-ce que vous voulez qu'il y ait un esprit d'équipe si tout le monde est rémunéré sur sa performance individuelle? C'est une injonction contradictoire. Ça peut créer des blocages. Autre exemple, prends le temps de bien faire, là je l'ai mis entre guillemets parce que c'est une situation que j'ai vécue, pour le coup. Prends le temps de bien faire et envoie-moi ça dans 2 jours. Là, on est dans l'injonction contradictoire parce que prendre le temps de bien faire, ça veut dire je prends le temps nécessaire pour bien faire les choses. Mais si vous rajoutez une date limite pour envoyer le travail, bon. Et ça, je sais que dans le métier de journaliste, ça peut être parfois une problématique de dire aux gens, à la fois, il faut écrire le mieux possible, il faut que les articles soient les plus qualitatifs possibles, en même temps, il faut faire ça à un niveau d'urgence extrêmement élevé. C'est une injonction contradictoire. Si vous voulez que les gens prennent le temps de bien faire les choses, c'est contradictoire avec l'idée qu'il y ait des échéances. Donc, ça veut dire rationnellement dire aux gens, je suis obligé ou je dois te poser des échéances en termes de calendrier, d'horaire, tu dois m'envoyer ça pour telle heure et pour telle date, mais ça veut dire que le niveau de qualité va évidemment dépendre de la pression et du niveau d'urgence que je vais t'imposer. Si je t'impose un très haut niveau d'urgence, je vais devoir revoir mon objectif de qualité à la baisse.
Par contre, si le niveau d'urgence diminue et que je peux m'accorder plus de temps, là, je peux augmenter mon niveau d'exigence en termes de qualité. Donc, pour ça, je vous invite, alors un autre exemple, hein, soyez créatifs et audacieux, mais ne vous trompez pas, c'est la question du droit à l'erreur ou pas. Est-ce que les gens avec qui je travaille, je leur donne le droit à l'erreur? Si je leur demande de faire preuve de créativité, d'être un peu audacieux dans ce qu'ils font, mais qu'en même temps je ne tolère pas les erreurs, je les mets dans une injonction paradoxale et ça va finir par poser problème, ça va finir par créer des conflits ou les bloquer, les inhiber. Si je veux que les gens soient audacieux et créatifs, prennent des initiatives, je dois tolérer les erreurs. Et il y a même des entreprises aujourd'hui qui valorisent l'erreur parce que, pourquoi? Parce que l'erreur est un bon indicateur qui nous indique si justement les gens prennent l'initiative, sont audacieux, sont créatifs, ce qui signifie acceptabilité de l'erreur. Alors, comment les détecter? Comment est-ce qu'on détecte ces injonctions paradoxales? C'est explicitement, si vous faites l'une des actions au détriment de l'autre, vous êtes puni, vous serez puni. Donc, vous avez deux actions possibles. Si vous faites l'une, l'autre va vous punir. Voilà, tout simplement. Alors, ça peut être explicite ou ça peut être implicite. Si vous ne faites aucune action, vous serez puni. Et un élément important pour que ça génère des problèmes, pour que ça génère de la conflictualité, c'est si on ne peut pas échapper à la situation. Si vous ne pouvez pas échapper à la situation, si les gens n'ont pas moyen de fuir, de dire stop, c'est bon, ça ne me concerne pas, arrête, de toute façon, je ne suis pas obligé d'obéir à tes ordres, ça posera problème parce qu'ils seront enfermés dans cette injonction paradoxale. À partir du moment où les gens peuvent s'extraire de la situation, ça donne une piste de solution parce qu'ils ne sont pas enfermés dans cette injonction paradoxale. Alors voilà, pour cette présentation du module de communication interpersonnelle au sein du master en management des médias, en guise de conclusion de cette courte présentation, sachez que dans ce module, on aborde beaucoup de thématiques qui se posent concrètement aux managers, en particulier, du coup, pour ce qui nous préoccupe, aux managers des médias, qui sont en fait, qui correspondent à des problématiques courantes chez n'importe quel type de manager ou de dirigeant, mais avec quelques spécificités liées à la gestion des journalistes, à la spécificité du monde des médias, même si globalement les problématiques et les thématiques sont globalement les mêmes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette présentation qui a duré une trentaine de minutes.